J'espère que vous êtes toujours sur Radio Soupente, la station des rapins sans foin, sans loi et sans courbette, l'émission à racaille, qui vous propose pour sa partie artistique un entretien de ma camarade Piquet-Cou avec... Alors avec Sylvie Zampolini, dite Zampo, c'est la prochaine exposition qui a lieu à la Vache Bleue à partir du vendredi 11 octobre. Une exposition qui s'appelle Les Invisibles. C'est un collectif d'artistes qu'a réuni Sylvie. Donc je suis allée chez Sylvie et je vous propose donc l'entretien que j'ai mené avec elle la semaine dernière. Bonjour Sylvie, on est ravis, à Racaille est ravis de te rencontrer à nouveau. On avait déjà eu l'occasion de te présenter, de parler de ton travail en 2017. Et là, on revient vers toi. Tu nous as sollicité en fait parce que tu vas présenter une exposition à la Vache Bleue. Décidément, la Vache Bleue est the place to be. Il s'y passe plein de choses. À partir du 11 octobre, une exposition qui s'appelle Les Invisibles et par laquelle tu as réuni un collectif d'artistes avec des choses très intéressantes. Donc j'aimerais déjà que tu nous dises un petit peu pourquoi Les Invisibles. Alors, Les Invisibles, il s'agit des êtres minuscules, si importants pour la planète, et pourtant dont on parle très peu, enfin pas assez en tout cas. Je veux parler des insectes, et par extension des vers de terre et des champignons. Voilà, ça sera sur ce thème-là, les invisibles. D'accord. Alors toi, tu es ce qu'on pourrait appeler quand même une artiste engagée. Hein. Tu es passée par plusieurs étapes. Tu as commencé par faire une école d'interprète. Après, tu as fait les Beaux-Arts à Rome. Et finalement, aujourd'hui, tu es une plasticienne et tu travailles avec des matériaux de récupération. Et donc, dans une démarche en lien avec un public et vraiment une démarche où tu es présente et avec quand même un message à diffuser. Exactement, oui. Je suis ce qu'on peut appeler une artiste engagée et j'expose dans des lieux pas vraiment députés à l'art. Souvent, c'est des festivals de la permaculture. Le dernier en date, c'est des festivals de la permaculture au Mur à Pêche de Montreuil, par exemple. Le festival d'une association avec laquelle je travaille très souvent qui s'appelle Aubert Fabrique, c'était à Épinay-sur-Seine la semaine dernière. Autrement, j'expose beaucoup dans des lieux où je peux rencontrer le public en direct. Ouais. Voilà. Et tu peux nous expliquer un petit peu comment s'est fait toute cette démarche, comment tu as évolué justement vers ces petits animaux qui sont adorables, ces petits insectes là que j'ai devant les yeux qui sont absolument craquants. Et qu'est-ce qui a fait que effectivement tu te sois plus spécialisée là-dedans? Je pense que c'est un phénomène d'observation, c'est-à-dire je regarde, je suis très sensible à tout ce qui se passe autour de moi, donc à mon environnement, aux choses que je trouve partout, dans la nature ou par terre, sur le trottoir, en ville. Et donc j'ai commencé depuis très longtemps à travailler avec des objets. Et petit à petit, ça a remplacé la peinture comme moyen d'expression, on va dire, comme outil. Et ça devient presque un phénomène sociétal aussi. C'est-à-dire ces objets, ils parlent de beaucoup de choses. Hein. Je me suis d'abord spécialisée plutôt dans les objets en plastique. Et j'ai approfondi toute la problématique du plastique. Ça, c'était dans les années 80 déjà. La problématique du plastique a été mise à jour par Charles Moore, qui est un voyageur au long cours, qui a découvert les premières spirales de plastique dans les océans. Ça, c'était dans les années 90. Donc, on n'en parlait pas du tout, en fait, de ce problème de l'indestructibilité de cette matière qui est emblématique de notre époque, le plastique. Qu'on retrouve absolument partout aujourd'hui, qu'on ingère sans le savoir. Oui, dans les eaux, dans la mer, dans la terre, dans l'air aussi, dans les ions. Enfin, on est des homoplastiqueuses. D'ailleurs, le travail de Charles Moore, qui a ensuite fait une fondation qui s'appelle l'Algalita, a beaucoup servi à rendre conscients les gens de ce problème.
Et maintenant, de plus en plus de gens connaissent l'existence de ces spirales de plastique qui existent pas seulement dans l'océan Pacifique, mais dans tous les océans. Voilà, mais après, c'est un peu sacrificiel de se dédier seulement au plastique, donc je me suis intéressée beaucoup aux objets naturels aussi. Et je greffe des insectes également sur des objets naturels. Et ce qui m'intéresse, c'est cette dichotomie entre la nature et l'industrie et l'artifice. Voilà. Ouais, effectivement, alerter sur ce plastique qui nous entoure et en même temps sur tout ce monde-là, toute cette petite faune-là qui disparaît peu à peu, qu'on ne remarque pas et qui est quand même en danger, elle aussi. Qui est fortement en voie de... les populations d'insectes, d'oiseaux sont en train de s'effondrer de façon radicale. Hein. Donc pour cette exposition dont tu es à l'origine, tu as réuni un collectif d'artistes et chacun s'exprime d'une manière personnelle sur ces insectes et sur cette biodiversité. Voilà, exactement. Moi, je les ai choisis parce que je les connais, pas tous, d'ailleurs pas tous personnellement, il y en a encore que j'ai jamais vus, mais je connais leur travail en tous les cas, je les ai choisis pour la qualité de leur travail, la grande qualité de leur travail. Donc, est-ce que là, tu peux nous parler un peu du travail de chacun? Alors, il n'y a pas que des artistes, il y a aussi un apiculteur urbain qui s'appelle Cédric Chenevière, qui a une association qui s'appelle la Apis Machina. Il était à Fontenay, après Montreuil, là-bas. Et j'ai déjà travaillé avec lui assez souvent, en particulier pour une grande exposition qu'il a organisée très bien à Fontenay dans des très beaux locaux municipaux pour les 15 ans de son association. Alors, Cédric, ça va être une surprise, même pour moi. Je ne sais pas trop ce qu'il va amener. Je pense qu'il va faire des déclamations, des poèmes. Il va nous parler de son activité. Je trouve que c'est un côté pas purement artistique, mais qui est en lien avec tout ce qu'on voudrait mettre en avant. Il y a Christophe Bichon qui travaille à l'association du Sens de l'Humus à Montreuil, qui est une association qui est dans les murs à pêche et qui défend la permaculture. Lui, il organise un festival, depuis 8 ans, il organise un festival de la permaculture sur la grande prairie des murs à pêche. Et il s'est mis à faire des œuvres avec des troncs d'arbres récupérés, juste à côté du Sens de l'Humus, il y a une parcelle où la ville amène tous les déchets végétaux. Et donc, il peut choisir là-dedans. Et c'est une population d'énormes champignons à son œuvre, et puis à lui, en tant que personne, hein, de la même façon que Cédric. Christophe sera présent certains jours de l'exposition? Christophe, oui. Quel jour? Je ne sais pas te le dire comme ça en mémoire, mais en tout cas, il sera là le 19 octobre, samedi 19 octobre. Où, d'ailleurs, je peux peut-être vous présenter tout de suite un autre acteur de cet événement, de cette exposition, qui est Florence Devers, une autre actrice, qui vient du Muséum national d'histoire naturelle de Paris, qui est du Jardin des Plantes, et elle va intervenir en répondant aux questions du public autour du sujet de la disparition de la biodiversité, et en présentant un programme qui est tout à fait intéressant, qui est mené par le muséum, qui s'appelle Viginature. C'est un programme de sciences participatives de tous les citoyens, d'observation de la faune et de la flore, et aussi de la qualité des sols. Ce sont des protocoles qu'ils ont mis au point pour que tout le monde puisse participer, envoyer des données d'observation aux scientifiques du muséum qui se servent de ces données qui viennent de tout le territoire français pour étayer leur dire. Voilà, donc elle vient le 19 octobre. Je suis très contente de ce partenariat qu'ils ont établi avec
ce dispositif qui s'appelle Vigie Nature du muséum. Je suis très content de ce partenariat avec cette importante structure culturelle qu'est le Muséum de Paris. Je peux vous parler aussi d'Eva Baumann. Elle a présenté un travail plus particulièrement autour des vers de terre. Elle a fait une installation avec des vers de terre qu'elle a trouvés desséchés sur la route une fois. D'ailleurs, elle raconte même que elle en a sauvé certains qui essayaient de traverser la route, mais qui n'y arrivaient pas parce que c'était un jour de canicule. Donc cette installation qui est comme un diagramme, enfin je sais pas, un mandala, on dirait des signes orientaux, une très grande installation à terre. Cette installation nous interroge autour de qu'est-ce qui s'est passé avec ces animaux, avec ces vers de terre qui sont morts desséchés sur la route. Oui, alors qu'on connaît justement l'importance du ver de terre dans la nature pour creuser, pour aérer, enfin que ce soit dans le compost ou dans la terre, dans les jardins, quoi. Oui, ils sont. C'est une chaîne un maillon de la chaîne absolument indispensable. Et eux, ils ont du mal à survivre aussi, du fait du durcissement des sols, de la sécheresse. J'aurais bien aimé inviter d'ailleurs les Claude et Lydia Bourguignon à cette occasion. Je ne sais pas si... Enfin, je leur ai parlé de l'événement. Ils sont au courant. Je ne sais pas s'ils nous feront l'honneur de se déplacer et de participer à des débats ou rencontrer le public, les artistes. Parce que, en fait, un des objectifs de cette collectif, c'est justement de créer des liens entre la communauté scientifique et les différents acteurs de cette qui alertent autour du sujet depuis des années et qui ne sont pas vraiment entendus. Oui, parce que les Bourguignons, on peut rappeler, ils bossaient tous les deux à l'INRA, ils sont partis de l'INRA et maintenant ils font du conseil en fait en sol pour les viticulteurs. Et moi j'ai souvenir, on les voit dans ces vidéos quand il prend la terre et il la met dans ses mains et il dit en fait la terre devrait être du couscous et on n'a plus ça du tout, quoi. C'est du ciment. Oui, ils sont passionnés par. Il y a un graphiste aussi, je crois, qui vient, on voit, tu m'as montré dans le dossier de presse, un insecte écrasé avec du relief et de la matière. Voilà, Nicolas Bernière qui habite et vit en Suisse. Alors lui, je le connais assez bien du point de vue professionnel parce que j'ai fait une exposition avec lui en duo l'année dernière, il y a 2 ans à Berne, en Suisse. Il travaille le carton et il a fabriqué toute une forêt en carton récupéré, pas du tout le même genre que, comment elle s'appelle, Eva Jospin. C'est pas des cartons neufs dans lesquels il taille à la tronçonneuse. Non, il travaille avec du carton récupéré. Donc il a fait une forêt dans laquelle le public pouvait circuler et dans laquelle j'ai caché 100-200 insectes. Et c'était vraiment une super exposition. Il va participer en amenant, il ne viendra pas en personne, il ne peut pas parce qu'il a une autre expo en Suisse, mais il envoie ses œuvres par l'intermédiaire d'Eva Baumann qui habite également à Berne. Lui, il amènera aussi des champignons, des petits champignons par contre en carton, un peu comme un souvenir de cette forêt. L'exposition s'appelait Deep Forest Extinction. Oui, Nicolas Bernière présentera non seulement des champignons en carton, mais aussi des œuvres graphiques qu'il a fait avec des matériaux en collant différents matériaux naturels sur la toile et qui parlent, ce sont des représentations d'insectes. C'est sensible en fait. Oui, il est peintre lui avant tout, quoi, et d'ailleurs, sur ces forêts, il peint aussi. C'est des jus, des choses comme ça. Et voilà, ça donnera une
une petite idée de son travail. Ouais. Alors c'est vrai que là, sur une représentation, on n'a pas le volume, mais je pense qu'effectivement, en exposition, justement, ça doit prendre tout son sens en plus s'il y a un petit peu de fougère, de mousse qui sont ajoutées à la peinture, quoi. Oui. Il y a Grand Jabiel, qui est un artiste que je ne connaissais pas en personne, mais j'avais découvert ses œuvres dans une foire du savoir-faire à Saint-Denis, il y a plusieurs années, que c'était une galerie de Saint-Denis, la galerie HCE, qui présentait les œuvres de Grand Jabiel. Et c'était magnifique, parce qu'on aurait dit des insectes fabriqués dans une peau d'or, dans de l'or, quoi. Et en fait, c'est tout simplement des opercules de yaourt, des objets donc jetables après premier usage, qu'ils travaillent de cette façon. Ouais, je confirme, j'ai vu la photo dans ton dossier de presse, absolument. Et c'est lui qui rend un hommage à Fabre ou pas? Oui. On peut qualifier de premier entomologiste, je ne sais pas. Fabre, non. Oui, Fabre, premier, je ne sais pas. Non, il y en a beaucoup d'autres avant. Mais Fabre, oui, pour moi, c'est un mentor. Ses livres sont à lire du début à la fin. Tous ces livres. Donc, il reste encore 3 artistes. Oui. Alors, il y a. Donc, jusqu'à présent, j'ai parlé des artistes. Tous ces artistes travaillent avec des matériaux récupérés ou alors avec l'humain. Hein. Oui, je vais vous parler aussi de François Rioux-Morinière. Est un artiste qui travaillait à Montreuil. Moi, je le connaissais personnellement quand il était à Montreuil et j'adore son travail, quoi. Il travaillait avec des choses très simples, des débris de couverts en plastique, d'assiettes, de choses, et il transformait ça en œuvres extrêmement raffinées. Et je l'ai retrouvé par hasard au muséum de Neuchâtel. Je me baladais là, et puis je tombe sur un grand tableau, une œuvre monumentale. Je me dis, tiens, mais ça, il y a quelqu'un qui plagie Rioux, là. Et je m'approche, c'était Rioux. Et ben voilà, il œuvre dans son coin, là, il ne fait pas trop de bruit, mais il se débrouille bien. En fait, il est présent dans de nombreux musée d'histoire naturelle de France et donc à Neuchâtel en Suisse. Enfin, il est présent dans au moins 4-5 musées de France. Et ben, je l'ai recontacté à cette occasion. Et ben, il ne vit plus à Montreuil, il vit un peu loin d'ici. Mais je suis très contente qu'il vienne, voilà, qu'il participe. Maintenant, il a presque 80 ans. Quand il m'a dit ça, j'étais un peu sidérée, mais voilà. Alors, il n'y a pas que des personnes âgées, comme lui et moi, dans cette collectif. Par exemple, il y a aussi Charlotte Villain, qui, elle, travaille avec... alors, c'est un peu une exception. Dans le groupe, elle travaille l'argent. Elle va présenter une série d'araignées. Alors l'araignée n'est pas un insecte, on le sait, hein, c'est un arachnide, mais... Cette exposition est vraiment au cœur de l'actualité et de nos préoccupations aujourd'hui. Et du coup, tu as prévu aussi donc, des animations, si je comprends bien. Il y aura donc ces 2 salles de la Vache Bleue qu'on connaît bien maintenant, après y avoir nous exposé l'exposition Encre pendant 2 semaines. Donc il y a une petite galerie, une grande galerie, donc ces salles voûtées sous la petite ceinture, dont vous allez vous emparer, et j'imagine, vous avez déjà une idée de la présentation. On va les habiter, après il va falloir qu'on voit ça ensemble, hein, comment mieux s'articuler au mieux pour que ce soit cohérent, fluide, hein, tu vois, que les gens circulent et comprennent un peu de quoi il s'agit. Tous les artistes ne seront pas présents parce qu'effectivement certains habitent loin et que c'est quand même compliqué de venir en région parisienne, surtout que cette exposition va durer 3 semaines. C'est vraiment l'occasion justement d'avoir le temps de venir voir vos installations. Tout à fait, c'est aussi pour ça que j'ai choisi d'exposer à la Vache Bleue, la Vache Bleue qui est un lieu exceptionnel, un petit lieu
secret, mystérieux et pourtant vraiment très, très facile d'accès, juste en face de la Villette, au pied de la passerelle piétonne, la dernière passerelle avant l'entrée dans le parc de la Villette. Du côté gauche, quand on vient de Stalingrad. Voilà, 25 quai de l'Oise. J'en profite pour donner toutes les informations pratiques. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire en guise de conclusion? Oui, je voudrais revenir peut-être sur les objectifs. Alors peut-être tout un chacun peut se demander, mais ils veulent sauver la planète, ces artistes-là, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Alors, je n'irai pas jusque-là, ce serait un peu prétentieux, mais je trouve qu'il est important de dire qu'on est là, on est vigilant, attentif et actif. On ne se laisse pas rouler dans la farine, on sait ce qui se passe. On en a assez des messages subliminaux déviants, comme j'ai vu encore il n'y a pas si longtemps des messages dans le métro, qui étaient des messages publicitaires sur les distributeurs automatiques d'aliments, de chocolat, de boissons et tout ça, où c'était écrit l'écosystème fait partie de notre monde. Et puis il y avait une nana qui tenait une grosse planète dans ses bras, comme ça, toute souriante, comme si elle la protégeait. L'écosystème fait partie de notre monde. C'est un petit peu mettre les choses à l'envers, quoi. On nous l'a fait de travers, hein. Remettons les choses à l'endroit. C'est plutôt nous qui faisons partie de l'écosystème, hein. C'est quand même super important de rétablir l'ordre des mots. Ouais, donc effectivement, cette exposition, bon, à défaut de sauver la planète, auquel cas vous seriez complètement débordé par des demandes ininterrompues, on va dire que ça va être une sensibilisation qui passe par l'art, qui passe par le ludique, qui passe par l'esthétique, et ça c'est très important parce que il faut justement, il faut pas faire peur. Je crois qu'aujourd'hui les gens n'ont pas envie qu'on leur fasse peur, ils ont déjà très peur d'une manière générale, et donc il faut rentrer dans ces problématiques par toutes les entrées possibles qui frappent l'imaginaire, qui frappent les cœurs, mais justement il faut y avoir tout un tas de... On s'est bien compris, voilà. Hein, Bruno Latour, malheureusement qui n'est plus de ce monde, le disait déjà dans ses discours d'introduction à ses étudiants à la Sorbonne. Il disait, bah oui, on vous a laissé une planète dans un sale état et on ne sait pas quelle est la solution pour améliorer cet état de choses. On ne sait pas, on n'a pas de réponse. Il est important d'être conscient de ça, d'en parler et de lutter pour faire entendre sa voix. C'est ça qui est important. Il disait, par exemple, moi j'ai encore entendu un de ses discours dernièrement, qui date, hein, mais qui disait que les médias, qui pourrait être un moyen quand même puissant pour parler de ces choses-là. Ils faillissent complètement à leur mission. Un peu, bien souvent, c'est comme ça, enfin pas tous, mais que dans l'ensemble, la voix des scientifiques est mise sous silence. Et ça a été, il a étudié ça, enfin il l'a étudié de façon objective. Si on veut un peu résumer, l'exposition commence le 11 octobre, le vendredi 11 octobre, avec un vernissage à partir de 17h. Vous allez exposer pendant 3 semaines, les vendredis, samedis, dimanches. Oui, c'est-à-dire on ouvrira l'espace, comme tu dis, pendant 3 week-ends, vendredi, samedi, dimanche, de 14h à 20h. Les autres jours sur rendez-vous. Dominique, je te remercie beaucoup pour cette interview qui va nous aider beaucoup à diffuser l'existence de cette collective. Hein. Les invisibles qui vont devenir visibles. Hein. Voilà, c'est une aventure qui va commencer donc vendredi 11. Bah écoute, non, merci aussi Sylvie, parce que là, je suis en plus devant tout ton petit monde d'insectes et tout. C'était quand même très très agréable de mener cet entretien avec toi. Donc on donne rendez-vous à tout le monde vendredi 11 à 17h à la Vache Bleue.
situation est tragique. J'entends de mon lit comme une musique un genre de moustique, un whisky de cet acabit, un genre de bête vole dans la nuit. J'entends quelque chose qui bourdonne comme un moteur qui ronronne à la manière d'un énorme bombardier. Il est là tout près qui résonne, il est là qui fanfaronne, sans cesse il passe et repasse sous mon nez. Sans bouger j'épie, paralysé par la panique, sans bouger j'épie, tapis dans la nuit. C'est le bruit qui pique, le cri de la bête qui pique, c'est le bruit qui pique, typique au moustique. J'entends quelque chose qui bourdonne comme un moteur qui ronronne à la manière d'un énorme bombardier. Il est là tout près qui résonne, il est là qui fanfaronne, sans cesse il passe et repasse sous mon nez. Les yeux tout bouffis, à l'affût du moindre trafic, les yeux tout bouffis, debout sur le lit. J'épie la musique, le cri de la bête qui pique, j'épie la musique typique au moustique. J'entends de mon lit, la situation est tragique. J'entends de mon lit comme une musique un genre de moustique, un whisky de cet acabit, un genre de bête vole dans la nuit. Richard Gottener, le moustique. Alors maintenant les expositions. Donc cette exposition à la Vache Bleue, Les Invisibles, jusqu'au 27 octobre. Au musée d'Orsay, Harriet Backer, La musique des couleurs, jusqu'au 12 janvier. La galerie Kaléidoscope et la galerie Minotaure, une exposition qui s'appelle Surréel jusqu'au 30 novembre. Thierry Loulet à la galerie Estade, place des Vosges, jusqu'au mois de novembre. Johanna Flatteau à la galerie Kerclorcia jusqu'au 26 octobre. Maria Chilonne, Le vent se lève, de la gravure. Agnès Dubart. Agnès Dubart revient avec beaucoup de visibilité. Elle sera à Châtillon pour la première exposition de gravure. Ensuite au festival d'Icriche jusqu'au 3 novembre. Elle propose aussi des ateliers en Bretagne. Alechinsky à la Fondation Bogossian. Là, il faut aller un petit peu plus loin, il faut aller jusqu'à Bruxelles, c'est jusqu'au 16 mars. Eugène Carrière, peintre et humaniste au musée Eugène Carrière jusqu'au 30 mars 2025 à Gournay-sur-Marne, le long de la Marne, un très sympa petit musée. Et à Montreuil, ce week-end, il y a les portes ouvertes des ateliers d'artistes, donc un grand programme puisqu'il y a plus de 500 ateliers qui vont être ouverts avec des invités, donc ça fait énormément d'artistes. Mais il y a l'atelier Sfumato avec des artistes en gravure. Et il y a le salon des réalités nouvelles dont j'ai mis le détail aussi à partir du jeudi 17 octobre. Le culturel de la semaine. Robert, tu as lu Comment devenir artiste de Géry Sals. Oui, c'est les éditions Beaux-Arts. Bon, c'est un tout petit livre. J'y ai pas découvert énormément de choses inconnues, puisque il y a eu comme précédent dans mes lectures un bouquin du Buffet qui parle aussi de la création, comment créer quand on a la tête vide. Voilà. Là, c'est plus, oui, il y a aussi des petits exercices, mais c'est un auteur américain et donc je pense que ça s'adresse plus aux artistes américains. C'est pas un truc vraiment à l'international, parce que bon, les Américains, on sait bien que ce qui compte pour eux, c'est la réussite matérielle. Ils travaillent comme des stakhanovistes. C'est des centaines d'œuvres, des milliers d'œuvres, etc., etc. C'est pas du tout mon truc. Enfin bon, ça peut quand même donner des petites indications à des gens
qui se posent des questions sur la création artistique, surtout picturale. Voilà, mais ça s'adresse à la création en général. Il y a des petites astuces pour faire démarrer la machine. Voilà, ça se lit assez facilement. Il y a des petits exercices à faire pour ceux qui sont vraiment studieux. C'est pas ce qui est pour mon cas. Voilà. Non, j'ai été intéressé par ce petit bouquin. C'était à Orsay quand on a été voir cette peintre du Nord, là, Harriet Becker. J'ai repéré ce petit bouquin et comme j'attendais ma camarade qui met beaucoup plus de temps que moi pour faire une expo, qui est plus studieuse que moi, j'ai pu commencer à occuper mon temps d'attente avec ce petit bouquin. Non, ça peut donner quelques petites clés, mais vraiment petites, à des gens qui s'intéressent à la création, qui veulent peut-être créer eux-mêmes. Voilà. C'est quand même, et même pour comprendre la création, tout simplement. Voilà, comment ça vient, comment ça va, comment ça repart, comment ça revient. Voilà, la fréquence des illuminations, elle n'est pas très grande, mais bon, ça arrive quand même quelquefois. Mais c'est surtout, je crois, Dubuffet disait exactement la même chose. Ça vient surtout chez les Américains, c'est du travail, mais du travail. Alors là, vous voulez, il y a un artiste comme Garouste qui avait été pris par un Italo-franco-américain, là, un marchand d'art américain justement, qui a cessé sa collaboration avec Garouste parce qu'il pensait qu'il en faisait pas assez, quoi. Voilà, parce qu'un marchand d'art, son truc, c'est de vendre de l'art. Et plus il en vend, plus il gagne de fric. Voilà. Et c'est un petit peu la mentalité américaine qui n'est pas tout à fait la mienne. Moi, je serais plutôt un espèce de fan de, comment il s'appelle déjà, celui qui peint... Bram van Velde. Oui, Bram van Velde. J'avais lu un bouquin sur lui qui était passionnant, un petit bouquin de Charles Juliette, je crois, et où Bram van Velde ne peignait pas l'hiver, parce qu'il avait son atelier, c'était un garage, n'était pas chauffé, donc il peignait quand il faisait chaud, ça limitait déjà sa production, et il s'était même fait virer de la galerie... Magde, non ? Magde, oui, parce qu'il n'en faisait pas assez, lui aussi. Voilà. Bon. Ouais. Alors, dans les lectures, moi, après avoir lu La Servante écarlate de Margaret Atwood, je suis en train de lire Les Testaments. C'est la suite, un livre qui a été publié en 2019, donc qui a été écrit plus de 30 ans, en fait, après La Servante écarlate, où Margaret Atwood, qui est une Canadienne, donc on va dire que c'est des livres, c'est des dystopies, ce qu'on peut imaginer donc dans des futurs quand même pas très joyeux. Voilà, elle reprend trois femmes et elle imagine des suites. Elle nous fait un peu comprendre ce qui s'est passé avant la création de Gilead aussi, qui est ce monde qui est dans La Servante écarlate. Et en parallèle, j'ai pu emprunter à la médiathèque de Montreuil la série qui était sortie avec Elisabeth Moss qui reprend le premier tome de La Servante écarlate. Bon, la série va beaucoup plus loin, j'avais envie de voir un petit peu comment ça avait été imaginé et mis en scène. Bon, la série, il y a 5 saisons, là ils sont en train de, je crois, ils réfléchissent à la 6e saison, c'est beaucoup trop pour moi parce que en fait le livre est plus dense, est plus concentré, il va pas aussi loin là. Et en tout cas, bon, c'est magnifiquement tourné et Elisabeth Moss est absolument sensationnelle dans le rôle de cette servante écarlate, quoi. Et toi, donc là, je lis les Testaments. Et toi, tu avais un docu sur Gaudi aussi. Sur Gaudi, oui, hier sur Arte. Tous les dimanches, à peu près à la même heure, en milieu d'après-midi, il y a un doc sur un artiste, sur une tendance, etc. Et là, c'était Gaudi, dont je connais évidemment, comme tout le monde, un petit peu visuellement la Sagrada Familia. Et quelques autres œuvres de lui, quelques palais qu'il a construits, etc., à Barcelone, principalement. Mais là, j'ai été un petit peu quand même surpris par la quantité phénoménale de travail de ce créateur. Mais vraiment, alors là, par contre, il aurait été très bien en Amérique. Il a d'ailleurs fait des plans pour un immeuble à New York, je crois, à Manhattan. Je ne sais pas s'il l'a réalisé, mais qui ressemble un petit peu d'ailleurs à la Sagrada Familia.
il y a tout un chose de tour comme ça, voilà. Bon, je suis un peu partagé sur les créations de cet artiste que ma camarade aime follement. Moi, je suis un peu plus réservé, d'abord parce que c'était quelqu'un qui était presque un mystique, un catholique quand même, convaincu, qui allait à la messe tous les jours. D'ailleurs, il s'est fait quasiment tuer en allant à la messe un dimanche, bousculé par un tramway, et il s'en est pas remis. Il est mort d'une congestion cérébrale à l'hôpital, où personne ne l'avait reconnu d'ailleurs. Il était âgé de 73 ans. Voilà, mais bon, c'est ce qui m'a fasciné surtout dans ce doc, plus que ses œuvres, c'est la quantité. Je répète encore, j'aime bien me répéter, ça me permet de me convaincre de ce que je dis, la quantité de travail que cet homme a pu fournir dans le temps. Il a consacré 30 ou 40 ans, je crois, à la Sagrada Familia, et il savait très bien qu'il la finirait pas, mais il avait laissé des textes, des dessins, des maquettes, qui, pour la suite, parce qu'il pensait qu'on allait continuer son œuvre après lui, et donc il avait pour ses successeurs laissé tout un travail pour les aider à réaliser la suite, qui a malheureusement brûlé parce qu'il y a eu une révolte à Barcelone, des gens qui se sont mis à incendier tous les lieux de culte, etc. La Sagrada Familia a été épargnée, mais pas les ateliers de Gaudi, où il y avait donc toute cette documentation qui pouvait permettre de poursuivre son œuvre. Enfin bon, il y a eu évidemment des gens, des passionnés qui ont essayé de reconstituer tout ce qui avait été en partie détruit, et ils ont pu ainsi faire ajouter deux parties de cette Sagrada Familia à la première, alors dont une où il y a des portes en cuivre, mais alors c'est quelque chose d'assez fantastique. On était habitué avec un sculpteur français, c'est pas Rodin, c'est, comment il s'appelle, Bourdelle, non. Bourdelle, ouais, avec des portes magnifiques en bronze, mais alors là, je veux dire, c'est aussi... Et c'est ajusté au millimètre près, c'est vraiment des chefs-d'œuvre de déco. Et moi, j'ai bien envie de faire ce saut jusqu'à Barcelone, rien que pour voir ces portes. Voilà. Et c'est toujours sur Radio Soupente, la station de Rapin, sans foi, sans loi et sans courbette, émettant depuis un Garni et diffusant sur Internet à racaille.fr. Le salut à nos amaches, Claude et André de la Nation, Claude et William de Potes à Brest sur la côte d'Azur, Jean-Paul Souvraz à Coudekerbranche dans la banlieue de Dunkerque, un peintre dont on adore le travail et la personnalité. Claudine, une camarade à ma camarade Pékéko, qui se balade pas mal, qui va de musée en musée, de province en province, il y en a qui ont de peau quand même. Corinne, Anne-Emmanuel et Fredo, trois copains artistes, une petite bande sympathique. Juliette Planck, une graveuse émérite de Rochefort-sur-Mer. Sophie Lautrec-Brage, une autre graveuse... talentueuse de Versailles. Ouais, qui sera d'ailleurs au Salon des Réalités Nouvelles. Clément, un graveur qui grave sur tout ce qui bouge. Vincent Van Gogh de la taille d'épargne. Agnès Dubart, ma camarade, nous en a parlé. Thierry Morciot, un graveur bruxellois dont on adore l'œuvre. Alice Amoroso, la plus jeune graveuse du monde, la plus jeune du monde. Raoul Villoula, même punition, même motif. Colette et Jacqueline, deux veuves d'artistes plasticiens, Odon et Raymond Imbert. Liliane et Laurence, alors dont il ne reste plus que Laurence, Liliane a fait ses valises, qui sont des auteurs de polars. Geneviève, notre sorcière bien-aimée, avec qui ma camarade a bu un pot il n'y a pas longtemps. Ouais, c'était cool, j'adore voir Geneviève. Marie-Christine et Christophe,
deux militantes chez Cécile te la sent, ma 5 impuissance, oui Cécile, on la sent et on t'aime, ainsi que la grosse flamboyante, qui anime 2 émissions sur une radio ONI, 2 émissions consacrées aux enfants et à leurs parents. Anne-Isabelle Roubaille, une peintre de Bourg-en-Barlotte, dont nous avons découvert l'œuvre sur les cimaises de la librairie L'Empreinte de Florence Quenu à Bourg-en-Barlotte. Dominique Paula-Dardouin, une galériste chérie, hélas, elle aussi disparue à ce jour, et dont on chérit le souvenir, ainsi que celui de sa maman, Thérèse Franco, 2 galéristes qui ont compté dans le paysage artistique parisien. D'ailleurs, Johanna Flatto, que je suis allée voir à la galerie Claire Corsia, on l'avait vue chez Dominique Paula-Dardouin. Tout à fait. Marie Dognaud, une galériste aussi, qu'on aime beaucoup, qui travaille dans une galerie qui s'appelle Kaléidoscope. Antoine Mallory des Champignons, un groupe de musicos. Alain Sinoraska, une peintre polonaise dont on aime le travail. Et aussi, comment s'appelle cette jeune femme qu'on a vue hier? Virginie Micucci. Virginie Micucci, dont on a visité une expo hier, Faubourg Saint-Antoine, une toute petite galerie, sympathique, voilà, on a bien aimé son travail, et on la salue. Ouais, salut à tous. Et on se finit, bien sûr, camarades, auditrices, auditeurs, avec Faut vivre de Mélisse Ismaël. Malgré l'écran anxieux du néant, c'est pour mieux nous manger enfants et les silences et les boucans. Faut vivre. Et bien qu'aveugle sur fond de nuit, entre les gouffres infinis des milliards d'étoiles qui rient, faut vivre. Malgré qu'on soit pas toujours beau et que l'on ait plus ses 16 ans et sur l'espoir un chèque en blanc, faut vivre. Malgré le cœur qui perd le nord au vent d'amour qui souffle encore et qui parfois encore nous grise, faut vivre. Malgré qu'on n'ait pas de génie, n'est pas Rimbaud qui veut pardir et qu'on se cherche un alibi. Malgré tous nos morts sans coquette qui errent dans les rues de nos têtes, faut vivre. Malgré qu'on soit brave et salaud, qu'on ait des complexes à gogo et qu'on les aime, c'est ça le pire, faut vivre. Malgré l'idéal du jeune temps qui s'est usé au nerf du temps et par d'autres pris en chantant, faut vivre. Malgré qu'en se tournant vers le passé, on est effrayé de s'avouer qu'on a tout de même un peu changé, faut vivre. Malgré que l'on soit de passage, qu'on vive en fou, qu'on vive en sage, tout finira dans un naufrage, faut vivre. Malgré qu'au ciel de nos poitrines, on nous sentinelles endormies, dans un bruit d'usine gémit, le cœur aveugle qui funambule sur le fil du présent qui fuit, faut vivre. Malgré qu'on noue un enfant mort, si peu parfois remue encore comme un vieux rêve qui agonise, faut vivre. Malgré qu'on soit dans l'engrenage des notaires et des héritages où le cœur s'écœure et s'enlise, faut vivre. Malgré qu'on fasse de l'humour noir sur l'amour qui nous en fera boire jusqu'à ce qu'ils nous disent au revoir, faut vivre. Malgré qu'à tous les horizons, comme un point d'interrogation, la mort nous regarde d'un œil ivre, faut vivre. Malgré tous nos serments d'amour, tous nos mensonges jour après jour, et bien que l'on n'ait qu'une vie, une seule pour l'éternité, malgré qu'on la sachera
faut vivre.